Le champ de fusion, donc c'est en fait une des techniques pour essayer de mesurer la diplopie. Ça a plusieurs intérêts, hein. Ça permet de suivre l'évolution d'une diplopie. On peut également faire sans et avec prismation, par exemple. On peut également le faire entre pré- et post-opérateur de la chirurgie de strabisme ou de paralysie locomotrice. Et puis, ça a un intérêt surtout en expertise, et j'ai commencé à l'utiliser moi pour les expertises. On peut le faire sans filtre ou avec un filtre rouge-vert. Il ne faut pas oublier que le problème, c'est que dès qu'on met un filtre, ou si le patient est fatigué, qu'on fait le champ de fusion en fin de bilan, il va dissocier. Donc, si on veut vraiment travailler sur une petite diplopie, il faut le faire vraiment en début de bilan. Hein, c'est un peu comme un bilan orthoptique. Il faut commencer par ce type de mesure avant de les dissocier. Voilà, je vous montre un petit peu en vidéo comment ça se passe. On part du centre et on va vers la périphérie. Alors, on part de la zone de fusion. Et là, je vous ai mis en gros une simulation. C'est le patient, il dit simple, 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 à un moment donné, double. Hein, et on fait comme ça, on tourne autour, on fait à peu près toutes les situations. Simple, 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 double. D'accord? Donc, évidemment, c'est pas très compliqué à faire. Ça va assez vite. Alors, les index, là, je vois que l'orthoptiste, elle a fait de la taille 2. C'est assez facile à prendre. Alors, il y a des prérequis quand même à cette technique. Il faut d'abord qu'il y ait une fusion. Il faut que ce patient ait fusionné à un moment donné. C'est-à-dire que si vous voulez faire ça sur un strabisme divergent congénital et que 30 ans après, il vous parle de diplopie, alors moi, quand je prépare pas bien les dossiers, je demande champ de fusion à mes orthoptistes qui viennent me revoir 5 minutes après en rigolant, en me disant il n'a jamais fusionné, c'est pas la peine de faire, puis elle m'engueule, quoi. Hein, donc, en disant, donc clairement, ça marche pas s'il n'y a pas eu de fusion dans l'enfance. Beaucoup plus intéressant dans les paralysies locomotrices ou les parésies, ou par exemple les myasthénies, que dans une histoire de strabisme congénital. Hein, donc, il faut déjà qu'il y ait un antécédent de fusion. La deuxième chose, c'est que si c'est une diplopie un petit peu complexe, il faut partir de la zone de fusion. C'est-à-dire qu'il faut d'abord essayer de trouver là où le patient voit simple, pour ensuite chercher à partir de quand il passe à la vision double. Donc ça demande quand même une bonne expérience de l'orthoptiste, parce qu'il faut d'abord qu'elle cherche où est-ce qu'il voit simple avant d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Ça s'apprend assez vite. Hein. Et puis voilà ce que ça va donner pour le patient précédent. Eh bien, en fait, là, vous dessinez en fait la limite entre la zone de diplopie, hein, qui est au centre, et la zone de suppression. En fait, là, il a plus de perception d'une image. Et on arrive finalement dans ce cas clinique, hein, c'était une parésie du 4 gauche. Voilà, donc ça donne en fait un pourcentage hein, de vision double. Et là, si vous regardez, on a un score de diplopie. J'y reviendrai pour les problèmes d'expertise. J'ai un autre exemple, un cas clinique, et un traumatisme crânien sévère en 2013 avec une diplopie. Donc, je l'avais vu à ce moment-là, quelques temps après, avec un cache, et on avait diagnostiqué un double 4 et on l'avait adressé à un chirurgien. Voilà ce que c'était donc au départ ce qu'elle avait comme IVES, hein, qui était en faveur d'une atteinte de double 4. On le voit dans le cadre d'une expertise, donc là on n'est plus du tout dans le cadre d'une thérapeutique par prisme ou par chirurgie, on est en fait, l'expertise c'est le bilan des dégâts. Là, ça c'est le bilan orthoptique, mais je vous montre surtout en fait son champ de fusion, donc tel qu'il a été réalisé. Et voilà ce que ça donne donc à la fin en fait. Ça c'est en post-opératoire de chirurgie. Hein. Elle a une zone de fusion simple, vous voyez là c'est l'axe central, et en fait elle commence à diploper dans le regard de ce côté-là que à 30 degrés d'excentricité, où elle commence à diploper ici simplement. Et puis, dans le regard vers le haut, elle a une suppression pareille qui est à 30 degrés. Et surtout, ce qui est très important en expertise, dans le regard vers le bas, elle ne diplope pas. Et dans le regard central, elle ne diplope pas. Donc, nous, ça nous intéresse en expertise parce qu'en fait, on a un barème. Là, je vous ai mis le texte officiel qu'on trouve dans tous les barèmes pour évaluer une diplopie. Hein. Comment on calcule? En fait, on a un schéma de ce type-là avec des cercles 15, 30, 45 degrés hein, de type Goldman, et on essaye en fait de mesurer dans les différents cadrans, eh bien, il diplope pas. Et vous voyez que quelqu'un qui va diploper au-delà de 30 degrés vers le haut, c'est moins de 5% d'IPP. Donc, ça donne pratiquement aucune séquelle. Par contre, dans cette zone-là, qui est la zone de lecture, hein, quand on lit, on regarde légèrement vers le bas,
Quelqu'un qui a une diplopie, quand il baisse son regard de 5 à 10 degrés vers le bas, c'est extrêmement handicapant et ça donne 15 à 20% de taux d'incapacité, ce qui est très important. Je vous rappelle que la perte d'un œil complet, c'est 25%. Donc quelqu'un qui diplope tout le temps dans le regard vers le bas, dans le regard de 5-10 degrés, c'est presque aussi grave que la perte totale d'un œil. Hein, c'est pour vous montrer quand même que la diplopie, ça peut être extrêmement handicapant. Voilà, le champ de fusion, c'est un examen rapide. Hein. L'orthoptiste, là, j'ai Tanguy, j'ai 2 orthoptistes de l'équipe, dont Tanguy, avec qui on a mis tout ça au point. Hein, ça prend quelqu'un qui a pas quelque chose de trop compliqué, c'est 4 minutes, hein, ça va vite, hein, donc c'est quand même relativement rapide. La vidéo, nous on en faisait toujours pareil avec le Goldman, c'était pas très facile. Là, l'énorme avantage je le dirai toujours, de l'appareil de Métrovision, bah, c'est la caméra avec les 2 yeux hein, et la tête. Donc c'est surtout ça qui nous a permis d'améliorer nos champs de fusion. C'est réalisable. Il faut que le patient comprenne quand même ce que c'est que simple, double. Tout le monde ne comprend pas. Avant l'âge de 10 ans, c'est compliqué. Les personnes très âgées, c'est compliqué. Voilà, donc on ne peut pas le faire à tout le monde. L'inconvénient par rapport à la Power de Harms se fait à 2 mètres, je crois, si je me souviens bien. Là, on est à 33 cm, donc c'est pas tellement physiologique hein, pour la diplopie. Mais ça demande quand même voilà. Donc la principale critique du champ de fusion sur coupole Goldman Métrovision, c'est la distance. Donc la part de Rams, on le fait plutôt en vision de loin. Et puis bien sûr, donc s'il y a neutralisation, c'est-à-dire en fait si c'est une histoire de strabisme congénital, s'il neutralisait, si c'est une amblyopie qui avait été rééduquée, vous ne pouvez pas faire cette technique-là. Combien est remboursé l'examen du champ de fusion? Ah, eh ben, c'est un champ visuel. Si vous faites un Goldman classique plus un champ de fusion, c'est 2 examens de champ visuel complètement différents. Vous pouvez coter un MY par exemple 9.5 plus 9.5 sur 2. C'est tout à fait justifiable. D'accord? C'est 2 techniques de champ visuel complètement différentes. La vidéo est-elle utile pour étudier le champ de fusion? Ah oui, indispensable. On part du centre et puis le patient ne bouge pas la tête, il bouge les yeux, il suit le point. Donc on va voir quand est-ce qu'il va diverger ou converger. Donc la caméra est indispensable.